Bonjour, je suis La Voix, et nous allons parler ensemble de One Punch Man, l'adaptation animée du manga de One et Yusuke Murata, qui a débuté cet automne après de longs mois d'attente. Pour en discuter, je reçois mes deux maîtres coqs, Kiba. Salut. Et Wang. Salut. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'au final vous attendiez de One Punch Man ? Je te laisse commencer. Eh bien écoute, moi j'en avais vu quelques teasings un peu sur internet, pas mal d'images, etc. Un personnage au look un peu particulier. Ça m'attirait et en même temps je me disais que c'était une énième adaptation de quelque chose. Donc paradoxalement, j'étais attiré sans en vouloir, sans en savoir plus. Pour ma part, comme je suis pas mal l'actualité autour du manga, je voyais qu'il y avait beaucoup d'impatience autour de cette œuvre. Et après, les gros titres à sucer comme ça, j'ai toujours un peu de mal. Des fois, je me dis, ça va pas forcément me plaire, notamment l'Attaque des Titans qui était le dernier gros buzz avant One Punch Man, qui finalement, que je suis, mais sans non plus un grand entrain. Donc, je me suis dit que j'allais y jeter un œil parce que en même temps, le concept dont on va parler m'intéressait pas mal, mais après, voilà, j'étais un peu sur ma réserve quand même. Voilà, tu sais tout. Et au final, donc le pitch un peu, donc One Punch Man, c'est un personnage donc, qui arrive à tuer ses ennemis d'un seul coup de poing. Quel est l'intérêt de ce type de situation, en fait, d'avoir un personnage qui est tellement puissant qu'on ne prendra aucun risque ? Alors, si tu restes sur le pitch primaire en soi, le manga pourrait être super inintéressant. L'anime, le manga, puisqu'il va paraître aussi en début d'année, si je ne me trompe pas, en début 2016. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il y a eu énormément vu que c'était un manga très attendu, il y a eu une très grosse lutte éditoriale pour récupérer les droits du manga en France. Et donc, c'est Kurokawa qui a récupéré le gros lot, et donc ça commencera en janvier 2016. Alors moi du coup, comme je te le disais, tête d'œuf, si je me base sur le pitch primaire, effectivement on va pas aller bien loin. Un type qui tue tout le monde avec un seul coup de poing, il va pas y avoir beaucoup d'intérêt, surtout qu'on va apprendre déjà dès le premier épisode, et le deuxième qui vient de sortir aussi, qu'effectivement il n'y a toujours pas d'évolution à ce niveau-là. Et c'est là en fait où est toute la magie du titre, c'est qu'au-delà de ce pitch primaire, on va apprendre qu'il y a une autre quête de la part du héros qui s'appelle Saitama, et il va rencontrer aussi quelqu'un, un sidekick, il va devenir son maître, et c'est là en fait où, sans trop spoiler pour le moment, enfin du moins sur la question que tu me poses de base, où le pitch va vraiment évoluer. Pour ma part, c'est vrai que le concept est assez intriguant parce que justement, on est habitué, les codes du shonen veulent que le héros ait un objectif et que il consacre sa vie à l'atteindre. On va prendre les exemples typiques One Piece où donc on a Luffy qui veut devenir le roi des pirates et on va suivre son ascension jusqu'à ce titre. Même Naruto avec Naruto qui veut devenir Hokage. Là, on a déjà un héros qui, dès le départ, a accompli son objectif, puisque d'ailleurs dans le premier épisode on a un flashback où on voit donc Saitama dans sa vie d'avant, c'est-à-dire quand il avait encore des cheveux, et qui s'est décidé un peu du jour au lendemain de devenir un super-héros. Et ensuite on le retrouve dans le présent où il est devenu un héros tellement fort que donc justement il tue tout le monde en un coup de poing. Et il est chauve comme toi. C'est ça, c'est un crâne d'œuf. C'est une tête d'œuf. C'est une tête d'œuf. Et justement, on voit déjà, il est déjà arrivé au bout. Et en fait, ça pose toute la question du genre shonen, c'est une fois qu'on est arrivé au terme de son escalade, est-ce qu'il y a encore des choses à raconter derrière ? Et moi, ça me fait penser justement à Dragon Ball, où en fait, on sent que cette panne d'inspiration, enfin pas d'inspiration, mais en fait, quand on est arrivé au bout de quelque chose, il y a plus de but derrière. C'est un peu la lassitude que ressent Saitama. Il fait bon, maintenant je suis plus fort, je m'ennuie. Et en fait, je veux dire, c'est un peu comme dans Dragon Ball quand Goku est arrivé à devenir le plus fort de la Terre.
qu'est-ce qui lui restait à accomplir derrière. Donc il y avait Toriyama qui ensuite a décidé de dire bon maintenant on va regarder au-delà des étoiles. Donc ensuite il a battu Freezer et donc il est devenu le plus fort de l'univers. Et ensuite après il y a eu C'est des êtres artificiels qui deviennent Voilà. plus forts que lui, il y a toujours une ficelle scénaristique. Ouais, il y a une ficelle, du coup après c'est toujours relancé. Mais du coup on arrive toujours à cet état de fait et après on se dit qu'est-ce qui va se passer derrière, qu'est-ce qui peut encore se passer derrière. Et Sauf que là, on a clairement un héros qui arrive à détruire réellement, mais vraiment atomiser. C'est pas genre, il les assomme, il les atomise alors que ce sont des Golgoths, hein, vraiment, voire des titans carrément. d'ailleurs c'est assez marrant dans le premier épisode justement. Alors j'ai pas étudié quel a été qui arrive en premier, entre l'œuf et la poule, entre l'attaque des titans et One Punch Man. Pour savoir justement si c'est un clin d'œil très appuyé ou pas du fait que Saitama défonce un titan. Alors ce sera à vérifier, tu pourras faire tes petites recherches sur off.com, mais du coup il me semble bien que c'est l'attaque des titans qui est arrivée avant One Punch Man. Voilà. Mais ce serait pas... Enfin, comme il y a pas mal de clins d'œil qu'on ressent déjà dans les 2 premiers épisodes, ce serait pas complètement fortuit. Alors comme tu le dis justement, il n'est pas à mettre entre toutes les mains si tu lis le manga ou devant tous les publics non plus. Ça explose énormément. D'ailleurs c'est ce qui m'a vraiment marqué, c'est que nous avons beaucoup de productions actuelles qui sont devenues justement aseptisées, tout public. Notamment on le voit beaucoup avec Senseiya Soul of Gold ou Dragon Ball Super, où avant il y avait un déchaînement de sang et de violence. Et maintenant tout est aseptisé. Et j'avais beaucoup peur avec ça, avec One Punch Man. Et au final, non, comme tu l'as dit d'ailleurs, quand ils mettent un coup de poing, ça explose vraiment dans tous les sens, avec des tripes, des yeux. Justement, en plus, ça amplifie le principe même de l'œuvre, c'est que justement, on a des combats qui sont vraiment somptueux. Bon, on parlera sans doute de la réalisation un petit peu après, mais vraiment très grandiloquents avec des monstres hyper puissants. Tout ça pour que le spectateur se dise non, là, s'il arrive, il y a un tel monstre devant lui, il va galérer un petit peu. Et non, à chaque fois, c'est un coup de poing. Et je pense qu'on va continuer à être surpris comme ça, à vouloir à chaque fois se dire là, ça va durer un petit peu plus, ça va se corser. Et ben non, à chaque fois, ça va être un coup de poing. Alors, est-ce que justement, le fait qu'il arrive, que systématiquement, on ait la petite surprise en disant bon, à chaque fois, on voit clairement que le monstre est plus puissant, mais à chaque fois, il arrive à le battre en un coup, est-ce qu'au final, il n'y aurait pas une sorte de lassitude qui va s'installer de la part du spectateur sur une sorte de non-évolution de ce personnage, et simplement une évolution à travers les ennemis jusqu'à rencontrer un ennemi qui potentiellement pourrait le mettre en difficulté, mais ça a l'air de vraiment pas être le cas tout de suite. Alors, en soi, il y a quelque chose de très intelligent dans la construction de One Punch Man. C'est que justement, dès le premier épisode, on pourrait ressentir cette lassitude-là. Puisque dès le premier épisode, il atomise énormément d'adversaires en un seul coup de poing. Dans le deuxième, tu doubles même le nombre de personnages qui sont atomisés par un coup de poing. Mais à chaque fois, ça déclenche un élément déclencheur, je fais un peu redondance sur le terme, qui va amener quelque chose en fait en plus sur le background du héros, de Saitama, ou alors il va y avoir l'introduction, comme je te le disais tout à l'heure, d'un nouveau personnage qui va amener un plus, ou alors un effet comique à la situation. C'est-à-dire que même dans l'éclatement des méchants, des ennemis, en fait il va y avoir un gag qui va se produire, et qui va faire que Saitama est très très attachant. Et en même temps, lui-même révèle d'ailleurs son secret dès le départ. Tout le monde dit mais comment t'as pu obtenir ça? T'es un cyborg ou t'es quelque chose un extraterrestre ou je sais pas quoi. Et lui il dit non, j'ai juste fait, je me suis juste entraîné pendant 3 ans. Et personnellement, j'ai pas senti cette lassitude-là. Et tout à l'heure, Wang parlait de la réalisation. Il y a aussi une réalisation qui est hyper dynamique. Et alors, il y a une véritable chorégraphie mise en scène qui fait qu'on ne peut pas se lasser. On savoure, on déguste vraiment les affrontements. À chaque fois, il y a un déferlement de violence ou alors de vitesse, de puissance qui se dégage. Et justement, moi, j'ai envie de voir Saitama mettre encore un peu plus de coups pour tout ça. Mais justement, il y a ce paradoxe. Alors justement, je parlais tout à l'heure de la grandiloquence des combats, tout ça. Mais on a aussi un personnage qui a une tête très neutre, qui a vraiment une tête d'œuf, comme on disait. De Bouddha. Mais en plus avec, c'est un peu Bouddha, c'est vraiment rien de latin, il est tout le temps zen. Alors de temps en temps, son visage change pour devenir une tête plus déterminée. Mais encore une fois, c'est la reprise d'un code du shonen où il y a souvent des têtes comiques, des têtes sérieuses.
Et donc c'est un peu réutilisé à outrance, mais encore une fois, c'est pour détourner ce code-là. Mhm. C'est un peu d'ailleurs quand Genos fait son... Long monologue. Voilà, donc Genos, pour les spectateurs, donc c'est le cyborg. Voilà, le cyborg, le disciple, enfin celui qui est censé devenir le disciple de Saitama. Et donc quand il se lance dans son monologue, qui est devenu un code, maintenant dès qu'on a un personnage secondaire, on a un chapitre ou deux de background. flashback. Voilà. Et donc là, il raconte sa vie. En plus, la réalisation fait en sorte que ce soit très long, avec des longs plans sur la cuisine, l'évier qui coule, vraiment qu'on sente que ce soit pesant, que ce soit long, alors que son histoire est quand même assez triste. Et derrière, il y a Saitama qui fait bon, maintenant tu vas la fermer, tu vas me résumer ça en 8 mots. Voilà. Et c'est tous les codes à chaque fois. C'est dans la grandiloquence, on a une tête de Saitama qui est blasée. D'ailleurs, à un moment, quand il lance une super attaque, pareil, c'est le même truc. On s'attend, on a toujours eu des non-attaques qui claquaient. Là, c'est série de coups de poing ordinaire. Mhm. Voilà, c'est toujours ça, c'est toujours ce mélange. Il y a un décalage en fait entre le personnage principal et ses adversaires. Ah, complètement. Oui, il y a un fossé Et énormissime. je dirais même avec ses alliés, enfin pour l'instant son allié Genos, qui justement lui est vraiment limite dans la caricature du héros de shonen animé par la vengeance, animé par voilà, alors que Saitama, lui il arrive au bout, il s'en fout. Ah, pour moi, c'est la caricature même. C'est le beau gosse, 19 ans, Genos, ouais. voilà, Genos, pardon. Donc, cyborg, classe, beau gosse, classe, background triste, classe, super fort, classe. Et justement, tout ça fait qu'il est l'exact contraire de Saitama et j'adore. C'est aussi un des points que j'ai adoré dans One Punch Man, c'est qu'il joue énormément des codes du shonen, comme tu le disais. Voilà. C'est et pour revenir sur ta question, bon déjà au niveau de la suite, vu le succès que la série a au Japon, je me dis que voilà, si c'était juste un effet de surprise par rapport à l'idée originale et que derrière il n'y avait pas grand chose, le soufflet serait vite retombé. Alors que là ça dure. Le manga original, enfin le webcomic original de One est lancé depuis 2009 et il est encore en cours. Le manga, je sais plus combien de temps, mais voilà, ça continue aussi évidemment. On est à plus de 70 chapitres. Voilà. Donc je me dis qu'il y a les auteurs sont assez intelligents pour produire quelque chose, pour nous faire des rebondissements, des surprises, tout en gardant ce concept de base, parce que sinon ce ne serait plus One Punch Man. Donc tout est fait pour nous dérouter, et donc ça fait longtemps qu'une série ne m'avait pas surprise comme ça. Et du coup c'est appréciable. Et donc au niveau, cette fois plutôt visuel, au niveau du dessin sur l'animé. Et bien justement, comme je le disais tout à l'heure, il y a différents niveaux. Alors il y a des niveaux très comiques. D'ailleurs, on l'a pas dit aussi, mais il y a des scènes qui sont purement humoristiques avec un décalage de Saitama qui justement est super puissant, super héros. Bon, déjà, il a son costume qui est assez ridicule. Quand il va faire les courses avec, déjà, c'est décalage parce que voilà, il fait sa vie de tous les jours, de Monsieur Tout le Monde, mais en costume de super héros. Donc ça, c'est dans l'épisode 1. Dans l'épisode 2, il y a la chasse aux moustiques qui est encore une fois géniale. Oui. Voilà. Donc il y a plein de trucs comme ça où c'est Monsieur Tout le Monde qui devient quand même le mec le plus fort du monde. Donc il y a ce rapport-là. Mais pour revenir au dessin, donc, alors déjà j'étais surpris sur le premier épisode. Il y a différents niveaux dans la réalisation, dans la fluidité d'animation. Il y a eu beaucoup de techniques employées, j'ai trouvé. Des fois c'est des dessins très sommaires, mais comme c'était à une telle vitesse, on s'en rendait pas compte. Des fois justement c'était très expressif. Dans l'épisode 2 aussi, on a ça justement avec l'homme bête, Gorille, qui justement a une tête très sérieuse. Puis quand il voit qu'il va se faire ramasser, hop, il revient avec une tête toute rigolote. Donc voilà, il y a un très, très gros travail là-dessus. On parlait tout à l'heure justement des productions actuelles de la Toei, notamment Senseiya Soul of Gold et Dragon Ball Super. C'est justement l'un des principaux reproches qu'on peut faire à Dragon Ball Super, c'est qu'ils ont voulu mettre différents tons dans la série, c'est-à-dire passant de l'hyper-violence d'un combat, entre une bataille entre deux dieux sans trop spoiler, et des effets comiques, humoristiques. Mais toute la réalisation en fait est plate. Le dessin d'ailleurs est vraiment catastrophique, on peut le voir dans les différentes revues, je pense que tu les as vues toi aussi. Mais justement, dans One Punch Man, c'est ce que tu disais fort justement, il y a ce mélange qui est parfaitement réussi. Après, le budget n'est pas le même non plus. Il est effectivement pas le même, mais c'est une réussite totale. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des animes à gros budget et qui peuvent se planter littéralement. Et lui, en fait, réussit tout dans ses scènes comiques. Moi, j'ai retrouvé même une sorte d'humour qu'on avait dans le Collège Foufoufou, dans le Bahut des Tordus. Quelque chose vraiment de très loufoque.
Et après, on a ces scènes qui sont vraiment puissantes, mais quand Saitama met un coup de poing, ou même Genos d'ailleurs, quand il se bat contre la femme moustique, il y a une telle impression de puissance, une telle mise en scène, des plans larges, des explosions, des déferlements de techniques. D'ailleurs, notamment quand Genos utilise sa technique de déflagration, on peut voir les petites particules qui commencent à se concentrer, etc. C'est quelque chose que j'avais pas vu depuis longtemps et qui m'a mis un véritable coup de poing. Waouh. Hey hey! Et donc on approche de la fin de cette émission. Donc il est temps de passer au bilan. Calmement. Voilà. Sur le moment, à chaque instant. Qu'est-ce que vous avez pensé donc quelle est votre note sur One Punch Man? Bah, note maximale, hein. Une omelette à la truffe. Ouais, voilà, il n'y a rien à. Pour l'instant, il n'y a rien à ajouter. Après, peut-être sur le long terme, on verra, mais pour l'instant, ouais, œuf mimosa, il n'y a pas de. Rien à ajouter. Ah, moi, ouais, c'est omelette à la truffe, à moins que tu sois allergique aux œufs ou à la Voilà. truffe, tu ne peux pas ne pas aimer. On finit l'assiette, on savoure chaque bouchée. C'est exactement ça, et tu lèches même l'assiette et tu te fais montrer du doigt par tes parents. C'est ça. Parfait, ben merci à vous deux, merci Kiba, Merci ma petite tête d'œuf. merci Wang, Merci. et on se donne rendez-vous pour une prochaine voix œuf. Au revoir. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da.